On dit que les yeux du portrait suivent les étudiantes du regard lorsqu'elles passent devant. L'hiver 1692 s'abattit sur Salem comme un fardeau. Les nuits semblaient interminables, glaciales, et les maisons grinçaient sous les rafales de vent qui passaient entre les collines. Dans ce village puritain, la peur du diable était aussi forte que celle de la famine. Les habitants priaient avec ferveur, craignant que le moindre signe de faiblesse ne soit interprété comme une main tendue au malin. C'est dans cette atmosphère tendue que survint un événement étrange. Betty Parry, la fille du pasteur, et sa cousine Abigail Williams, commencèrent à agir de façon troublante. Leur corps se tordait sous des convulsions violentes. Elles hurlaient qu'on les pinçait, qu'on les griffait, et montraient des marques rouges sur leur peau. Le médecin, incapable d'expliquer ces crises, déclara d'une voix grave que l'invisible était à l'œuvre. Ce mot murmuré comme une condamnation fit naître une onde glaciale, sorcellerie. Rapidement, les enfants commencèrent à désigner des noms. Une femme pauvre, Sarah Good, fut accusée la première. Puis vint Sarah Osborne, une veuve isolée que l'on disait dépravée. Enfin, Tituba, l'esclave du pasteur Parry, fut désignée comme celle qui leur aurait montré des pratiques interdites. Les trois femmes furent arrêtées, interrogées, forcées de répondre à des questions où chaque silence semblait être une confession. Les procès se multiplièrent. Dans l'église, sous la lueur tremblante des chandelles, les accusés étaient amenés devant les juges. Les cris des jeunes filles résonnaient, elles prétendaient voir des spectres planer dans la salle, des mains invisibles qui les étranglaient, des ombres noires qui se glissaient derrière les accusés. Chaque geste était interprété comme un signe de culpabilité. Les témoins s'empilaient, jurant avoir vu des formes étranges dans la nuit, des animaux aux yeux luisants rôder près des maisons. La peur se répandit comme un feu de forêt. Personne n'était à l'abri. Des voisins de longue date s'accusaient mutuellement. Des familles entières se déchiraient. L'écho des chaînes et des portes de prison résonnait dans le village, car les cellules se remplissaient à mesure que les noms circulaient. Les juges, convaincus de leur mission divine, rendaient des sentences de mort avec une régularité glaçante. Au printemps, les exécutions commencèrent. Sur la colline de Gallow Hill, une potence fut dressée. Les condamnés montaient les marches de bois sous les regards silencieux de la foule. 19 personnes y furent pendues, leurs silhouettes se balançant dans le vent. Parmi elles, des femmes âgées, des mères de famille, mais aussi des hommes qui avaient refusé de se soumettre à des accusations absurdes. Leurs cadavres furent laissés à la vue de tous avant d'être enterrés dans des fosses anonymes, comme si leur mort n'avait pas suffi à effacer la peur qu'ils inspiraient. Dans les prisons, d'autres moururent sans jamais être jugés. La faim, le froid et les maladies achevèrent ce que les juges n'avaient pas condamné. Les couloirs humides étaient remplis de gémissements et de prières. Salem n'était plus un village. C'était devenu un lieu d'épouvante, où chacun craignait qu'un regard, un mot mal interprété ou même un rêve rapporté puisse suffire à l'envoyer à la potence. Les cloches de l'église sonnaient encore les offices, mais sous leur tintement se cachait une autre mélodie, faite de chuchotements, de sanglots étouffés et du bois craquant des gibets. Je sais bien qu'il est sûrement trop tôt pour m'inquiéter, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Ce week-end, je suis allé à Boston et à Salem, et j'ai passé une bonne partie de mon temps à marcher dans des cimetières très anciens, datant parfois du XVIIe et du XVIIIe siècle. Sur le Boston Freedom Trail, on traverse plusieurs de ces lieux chargés d'histoire, et à Salem j'ai aussi arpenté les endroits où l'on raconte encore les récits sombres des procès de sorcières. J'ai pris des photos près de certaines tombes, curieux d'immortaliser ces pierres recouvertes de mousse qui semblent presque chuchoter quand on les regarde de près. Depuis mon retour dimanche, il se passe des choses étranges chez moi. Les 2 dernières nuits, mes télévisions se sont allumées toutes seules alors que je n'étais même pas dans la pièce. La première fois, c'était dans ma chambre où je n'utilise jamais la télévision. Je revenais de la salle de bain, je m'étais simplement brossé les dents, et en entrant dans la chambre, l'écran était déjà allumé. Le plus troublant, c'est que je n'arrivais même pas à remettre la main sur la télécommande, comme si elle avait disparu. J'ai dû chercher longtemps avant de la retrouver,
ce qui a rendu la situation encore plus dérangeante. La nuit suivante, alors que j'avais regardé un peu la télévision dans le salon avant d'aller me coucher, je l'ai éteinte comme d'habitude. Une quinzaine de minutes plus tard, allongé dans le noir complet, j'ai entendu soudainement le son retentir à plein volume, comme si quelqu'un avait volontairement allumé la télévision. Le bruit a rempli la pièce et m'a glacé le sang. J'ai eu cette impression étrange d'une présence invisible qui voulait attirer mon attention. Je me demande maintenant si je n'ai pas rapporté quelque chose avec moi de ces lieux chargés d'histoire et de mémoires anciennes. Est-ce que l'atmosphère de ces cimetières ou les récits autour des sorcières auraient pu s'accrocher à moi d'une manière ou d'une autre ? Au centre de Salem, le Witch Dungeon Museum attire chaque année des milliers de visiteurs. On y découvre une reconstitution fidèle des procès de 1692, avec des décors, des mannequins et des lectures historiques. Mais la partie la plus troublante du musée se trouve au sous-sol, là où furent recréées les geôles qui servaient à enfermer les accusés de sorcellerie. Les cellules sont étroites, humides, sans lumière. Le sol de pierre suinte de froid et les lourdes portes de bois semblent grincer même lorsqu'on ne les touche pas. Pour beaucoup, ce ne sont que des décors. Mais ceux qui y travaillent savent que quelque chose de plus rôde dans ces lieux. Les visiteurs racontent que, lorsqu'ils descendent dans le sous-sol, l'air change brusquement. Une odeur d'humidité et de cendre envahit les narines, et un silence lourd pèse sur leurs épaules. Certains affirment que ce silence est vite brisé par des sons que personne n'a programmés. Des coups secs résonnent contre les murs. Des chaînes cliquettent au loin. Puis viennent les voix. Il ne s'agit pas d'un simple bruit enregistré pour l'exposition. Les témoignages parlent de cris soudains, longs et déchirants, qui semblent sortir des entrailles même de la pierre. Des gémissements, des appels au secours, des prières étouffées. Parfois, les visiteurs entendent distinctement une femme supplier qu'on la libère, puis la voix se transforme en un hurlement qui glace le sang. Les guides affirment que ces sons n'ont rien à voir avec les haut-parleurs du musée, qui restent éteints à ces moments-là. Certains employés refusent de rester seuls après la fermeture. Ils disent avoir entendu des pas dans le couloir alors qu'ils savaient être les derniers dans le bâtiment. D'autres parlent d'ombres mouvantes, projetées sur les murs par une lumière qui n'existe pas. Plusieurs racontent que les portes des cellules claquent violemment sans qu'aucun courant d'air ne puisse les expliquer. Une légende veut que les esprits des accusés, enfermés et morts dans des conditions atroces, aient trouvé dans ces reconstitutions une nouvelle prison. Comme si les pierres elles-mêmes s'étaient imprégnées de leur douleur et de leur rage. Les visiteurs sensibles disent ressentir une pression glaciale sur leur poitrine, comme si une main invisible s'y appuyait, les empêchant de respirer. Un soir, lors d'une visite guidée, un groupe entendit un cri si fort que plusieurs personnes s'enfuirent en hurlant. Mais sur les enregistrements de sécurité, aucun son ne fut capté. Le cri avait existé, mais seulement pour ceux qui se trouvaient là. Le Witch Dungeon Museum garde cette réputation inquiétante. Les rires des touristes résonnent à l'entrée, mais dans le sous-sol, la chaleur disparaît et les murs chuchotent. Et ceux qui y descendent, même les plus sceptiques, ressortent avec la même certitude, les geôles de Salem ne sont pas vides. Je suis une maman dans la trentaine avancée, ma vie est assez tranquille et banale, mais ce soir après avoir bu 2 verres de vin, j'ai eu envie de partager quelques histoires vraiment étranges qui me sont arrivées. La première remonte à mon adolescence, et elle m'a tellement marqué que je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 16 ans, et avec mes amis qui venaient tout juste d'obtenir leur permis de conduire, nous aimions traîner à Salem, cette ville rendue célèbre par ses histoires de sorcellerie. Il y a là-bas un cimetière bien connu qui était autrefois bien plus facile d'accès qu'aujourd'hui. Un soir, alors que la nuit commençait à tomber et que l'air devenait plus frais, nous nous étions installés au fond du cimetière, près du mur arrière. Je m'étais assis sur une sorte de caveau en pierre, et nous parlions de tout et de rien, insouciants et rieurs comme le sont souvent les adolescents. Puis, sans prévenir, j'ai ressenti une sensation très étrange, comme si ma vision se rétrécissait et m'obligeait à me tourner vers l'arrière. Tout mon corps semblait être aspiré par une force invisible qui concentrait mon attention sur un point précis. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une énergie se formait, d'abord diffuse,
puis de plus en plus dense, comme si elle se condensait à partir de l'air lui-même. Sa couleur était rouge, vive, et elle vibrait d'une colère palpable. L'intensité augmentait à mesure que je la fixais, comme si cette chose se nourrissait de l'instant. Quand elle a atteint une sorte de paroxysme, elle a brusquement jailli vers moi à toute vitesse, comme une balle de baseball lancée de plein fouet. J'ai senti l'impact dans mon dos, l'air a été arraché de mes poumons et je suis tombé du caveau de pierre en perdant l'équilibre. La panique a pris le dessus, je me suis mise à courir sans réfléchir, franchissant les vieilles tombes sans même regarder où je mettais les pieds, et je me suis précipité hors du cimetière par les grilles en fer forgé. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes amis étaient pétrifiés, ils n'avaient jamais vu une telle scène et ils tremblaient presque autant que moi. Je leur ai juré ce soir-là de ne plus jamais m'asseoir sur une tombe ou d'agir avec désinvolture dans un lieu pareil. J'avais eu le sentiment d'avoir franchi une limite invisible et d'avoir provoqué quelque chose qui ne devait pas être dérangé. Le Salem Inn est aujourd'hui un hôtel accueillant, mais ses murs abritent une histoire bien plus sombre. Construit au XIXe siècle comme demeure privée, il a traversé les époques, changeant de propriétaire, de visage, de destin. Ses parquets ont entendu des pas pressés, des éclats de voix, des secrets chuchotés dans la pénombre. Mais il y a surtout une chambre dont la réputation dépasse toutes les autres. On dit qu'elle est hantée. Les clients qui y ont séjourné racontent tous la même chose, comme si une seule histoire se répétait à travers les décennies. La nuit, alors que le silence s'installe et que la ville dort, ils sont réveillés par une présence. Les draps se froissent légèrement, l'air devient plus froid, et un parfum étrange flotte dans la chambre. Ce n'est pas l'odeur d'un parfum moderne, mais quelque chose de plus ancien, un mélange de fleurs séchées et de poussière. En ouvrant les yeux, certains affirment avoir vu une femme en robe blanche se tenir au pied du lit. Sa silhouette est nette, son visage à moitié dissimulé par l'ombre, ses yeux fixant le dormeur avec une intensité glaciale. Elle ne parle pas. Elle ne bouge pas. Elle se contente de rester là, immobile, comme si elle attendait quelque chose. Ceux qui ont eu le courage de lui adresser la parole racontent que, dès le premier mot, elle disparaît. Pas comme une fumée qui s'évapore, mais comme une image qui s'éteint brusquement, laissant derrière elle un silence plus lourd encore. D'autres disent qu'ils l'ont vue se rapprocher lentement du lit, ses pas ne produisant aucun bruit sur le plancher. Une rumeur circule à propos de cette femme. On dit qu'elle aurait été l'épouse malheureuse d'un ancien propriétaire, morte dans la maison dans des circonstances tragiques. Certains parlent d'une maladie, d'autres d'un accident, mais la version la plus persistante évoque un chagrin immense, une mort volontaire. Sa présence dans cette chambre serait donc une errance éternelle, comme si elle n'avait jamais pu quitter le lieu de sa souffrance. Plus troublant encore, certains clients affirment que la femme en blanc ne se contente pas d'apparaître la nuit. Plusieurs ont rapporté avoir vu son reflet dans le miroir de la salle de bain alors qu'ils étaient seuls. Une silhouette derrière eux, vêtue de blanc, disparaissant au moment où ils se retournaient. D'autres disent avoir senti le matelas s'enfoncer légèrement, comme si quelqu'un s'asseyait à côté d'eux, bien qu'aucune présence ne soit visible. Le personnel de l'hôtel, habitué aux questions des visiteurs, admet avec un sourire gêné que la chambre est spéciale. Mais certains employés, lorsqu'ils sont seuls, refusent d'y entrer après la tombée de la nuit. Ils racontent avoir entendu des pas dans le couloir alors qu'ils savaient que l'étage était vide, ou avoir trouvé les rideaux ouverts au matin alors qu'ils les avaient fermés la veille. Le Salem Inn continue d'accueillir des curieux attirés par cette légende. Certains espèrent voir le fantôme, d'autres prient pour qu'il ne se montre pas. Mais tous ressortent de cette chambre avec la même impression, qu'ils n'étaient pas seuls, et que les murs de cette maison gardent jalousement l'ombre d'une femme qui ne veut pas disparaître. Il y a environ 2 ans, j'étais avec ma grand-mère dans un magasin de tissus. À un moment donné, je lui ai dit que j'allais aux toilettes. En arrivant à l'intérieur, je me suis rendu compte que la serrure posait problème, alors j'ai voulu vérifier quelque chose. Je voulais voir si en ouvrant la porte et en la verrouillant de l'intérieur, elle se verrouillait aussi de l'extérieur. Je sais que ça peut sembler étrange, mais c'est comme ça que je testais.
À peine ai-je ouvert la porte que je suis tombé nez à nez avec une femme qui me fixait. Ses yeux étaient immenses et entièrement noirs, d'une noirceur profonde qui m'a glacé le sang. Sa peau avait un aspect si artificiel qu'elle semblait fausse, comme du plastique. C'est difficile à décrire, mais elle n'avait rien d'humain dans son apparence. Ses cheveux étaient complètement en désordre, et ses vêtements donnaient une impression encore plus dérangeante. Elle ressemblait à un mélange entre une sorcière des procès de Salem du XVIIe siècle et une pirate. Son style était si étrange et tellement inquiétant que je n'avais jamais vu quelque chose de semblable. Pris d'une peur soudaine, j'ai refermé la porte brusquement. Mon cœur battait à toute vitesse et j'essayais de comprendre ce que je venais de voir. Après avoir repris un peu mon souffle, je me suis décidé à sortir. En ouvrant la porte, j'ai constaté que le couloir était vide. Je pensais alors que la femme avait disparu. Mais en tournant le coin du couloir, je l'ai vue à nouveau. Elle était assise par terre, les jambes croisées, immobile, me fixant encore une fois avec ses yeux noirs sans fond. C'était comme si elle m'attendait. Ce fut le deuxième choc le plus terrifiant de ma vie, et je me suis senti envahi d'une terreur glaciale. Je me suis précipité vers ma grand-mère. Elle a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Mon visage trahissait la peur et le trouble. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer, et même elle, en entendant mon récit, a eu un frisson de malaise. Elle m'a cru et elle aussi a trouvé cela anormal, presque irréel. Le cimetière Charter Street est l'un des plus anciens de Salem. Ces pierres tombales, usées par le temps et rongées par la mousse, se dressent de travers comme des dents brisées. Ici reposent des victimes et des acteurs des procès de sorcières, des juges, des familles entières. L'endroit, de jour, paraît déjà chargé d'une étrange mélancolie. Mais la nuit, il devient tout autre chose. Les habitants racontent que l'air y est toujours plus froid qu'ailleurs. Le vent y siffle d'une façon différente, comme s'il passait entre des bouches invisibles. Ceux qui se sont risqués à franchir ces grilles après le coucher du soleil affirment avoir ressenti immédiatement une lourdeur sur la poitrine, une sensation de malaise difficile à expliquer. Les pierres tombales semblent changer de place. Vous marchez le long d'une rangée, vous vous retournez, et soudain la disposition n'est plus la même. Certaines inscriptions disparaissent comme effacées par une main invisible. D'autres apparaissent plus claires, comme si elles venaient d'être gravées à l'instant. Plusieurs témoins ont raconté avoir trouvé leur propre nom sur une pierre avant de cligner des yeux et de la voir redevenir normale. Mais ce sont surtout les ombres qui troublent. Elles se déplacent entre les tombes sans que rien ne les projette. Elles s'étirent, se replient, et parfois se figent juste derrière vous. Un visiteur raconta avoir vu une forme noire le suivre à travers tout le cimetière. Quand il s'arrêta, elle s'arrêta. Quand il reprit sa marche, elle fit de même. Quand il se retourna, il n'y avait que des pierres et le silence. D'autres affirment avoir senti des mains glaciales agripper leurs chevilles ou leurs bras. Des doigts invisibles qui se refermaient avec une force brutale avant de disparaître d'un coup, ne laissant qu'une marque rouge sur la peau. Certains repartirent en boitant, persuadés qu'on avait tenté de les tirer dans la terre. Et puis il y a les voix. Faibles, à peine audibles, mais persistantes. Des prières, des sanglots, parfois des rires étouffés. Elles semblent venir du sol lui-même. Si vous vous accroupissez pour écouter, vous n'entendez que votre propre souffle. Mais dès que vous vous relevez, elles reprennent, comme si elles jouaient avec vous. On dit que la malédiction du cimetière vient du fait que de nombreuses victimes des procès n'ont pas reçu de sépulture chrétienne. Leurs corps, enterrés à la hâte ou laissés dans la terre froide sans cérémonie, n'ont jamais trouvé le repos. Ils entraient le lieu, incapables de quitter Salem, cherchant encore à se faire entendre. Même aujourd'hui, les guides de la ville préviennent les visiteurs. Certains refusent d'y entrer la nuit, même en groupe. Car beaucoup de ceux qui l'ont fait affirment être repartis avec plus qu'un simple frisson. Ils parlent de cauchemars persistants, de silhouettes apparaissant au pied de leur lit, de voix qui les suivent jusque chez eux. Comme si le cimetière, une fois franchi, ne vous laissait jamais vraiment repartir. J'habite à Worcester,
et le Massachusetts est rempli d'endroits étranges qui dégagent une atmosphère inquiétante. Une fois, j'ai travaillé dans une maison à Salem, juste à côté de la fameuse Salem Witch House, sur Essex Street. La maison en question avait été construite à la fin des années 1600 ou au début des années 1700 et, au moment où j'y étais, elle était en cours de rénovation pour devenir un bed and breakfast. Elle comportait 3 étages principaux, sans compter le grenier et le sous-sol. Pourtant, malgré son histoire déjà chargée, c'est le 3e étage qui m'a le plus marqué. Dès le premier jour sur le chantier, alors que je faisais le tour pour vérifier que je n'avais laissé aucun outil traîner, une sensation étrange m'a envahi. J'avais l'impression persistante d'être observé. C'était comme si une présence invisible suivait chacun de mes gestes, se tenant silencieusement à quelques pas derrière moi. Ce sentiment n'était pas habituel pour moi, je ne suis pas du genre à imaginer des choses et je n'avais jamais eu la moindre expérience que je pourrais qualifier de paranormale. Pourtant, là-haut, chaque instant me paraissait lourd et oppressant. Le 3e étage avait quelque chose d'hostile. Les murs semblaient retenir le froid, l'air y paraissait plus dense et je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil rapides derrière moi. Chaque fois que je montais, je me dépêchais de faire mon travail, comme si rester trop longtemps allait attirer l'attention de quelque chose que je ne voulais pas voir. Même en plein jour, les pièces paraissaient sombres, et il y avait un silence particulier, un silence qui n'était pas normal, comme si la maison elle-même écoutait. Je ne peux pas dire que j'ai vu ou entendu quoi que ce soit de surnaturel. Mais la peur instinctive que je ressentais à cet étage était bien réelle, et chaque seconde passée là-haut me donnait l'impression que je n'étais pas le bienvenu. Sur Derby Street, à Salem, se dresse une grande demeure sombre dont les toits pointus semblent griffer le ciel. C'est la Turner Ingersoll Mansion, plus connue sous le nom de maison aux 7 pignons. Construite au XVIIe siècle, elle était déjà ancienne lorsque Nathaniel Hawthorne, l'écrivain, s'en inspira pour son roman. Mais au-delà de la littérature, la maison porte en elle une réputation bien plus inquiétante. Derrière ces murs de bois noircis, des générations se sont succédées, et toutes n'ont pas connu le repos. On raconte qu'au fil des siècles, les propriétaires ont vécu sous le poids de malheurs répétés. Mort subite d'enfants, faillite brutale, querelle sanglante entre héritiers. Comme si la maison refusait que quiconque y connaisse la paix. Dès que l'on franchit son seuil, l'air semble plus lourd. Les planchers grincent d'une manière étrange, comme si des pas invisibles vous suivaient d'une pièce à l'autre. Dans le grand salon, les visiteurs disent ressentir une présence. Certains affirment que, lorsqu'ils tournent la tête, ils aperçoivent fugitivement une silhouette vêtue à l'ancienne mode coloniale, se tenant près de la cheminée. Son visage est indistinct, comme effacé par l'ombre, et lorsqu'on tente de l'approcher, elle disparaît dans un souffle glacé. Un escalier étroit mène aux étages supérieurs. De nombreux témoins racontent avoir entendu des pas précipités dans les marches alors qu'ils étaient seuls dans la maison. Le bois craque, les marches vibrent, et pourtant personne ne se montre. Dans une petite chambre mansardée, les guides évoquent l'histoire d'une servante morte dans des circonstances mystérieuses. C'est dans cette pièce que les visiteurs ressentent le plus souvent une pression sur la poitrine, comme si l'air s'épaississait, les empêchant de respirer. Mais le plus troublant reste la légende de la fenêtre du grenier. Plusieurs habitants de Salem jurent qu'en passant la nuit devant la maison, ils ont aperçu un visage blafard plaqué contre la vitre, observant les passants. Ses yeux paraissent vides, ses lèvres entr'ouvertes comme pour murmurer quelque chose. Pourtant, quand on monte vérifier, le grenier est vide. L'impression d'être observé persiste, et certains repartent en courant, incapables de supporter ce regard invisible. Le jardin lui-même n'est pas épargné. De nuit, on dit que des ombres se déplacent entre les arbres, que des chuchotements montent du sol. Les pierres qui bordent le chemin semblent vibrer sous vos pas, comme si la maison elle-même respirait. Aujourd'hui transformée en musée, la maison aux 7 pignons continue d'attirer les curieux. Beaucoup viennent pour son architecture ou son histoire littéraire, mais repartent avec autre chose, un souvenir plus sombre. Certains visiteurs jurent avoir pris des photos où apparaissent des formes lumineuses, des silhouettes opaques près des portes, des visages superposés aux leurs. La Turner Ingersoll Mansion, dressée depuis plus de 3 siècles,
demeure un lieu où le passé refuse de se taire. Ces murs semblent garder en mémoire chaque drame, chaque cri, chaque secret. Et lorsque la nuit tombe, Salem elle-même semble retenir son souffle, car dans la maison aux 7 pignons, il y a toujours quelqu'un qui marche, qui observe et qui attend. J'ai toujours cru au paranormal, mais depuis que des choses étranges se produisent dans ma maison, cette croyance devient difficile à porter, car ce n'est plus une idée lointaine, c'est quelque chose que je vis. Mon copain, qui travaille de nuit, s'est réveillé à plusieurs reprises ces derniers jours avec la porte de notre chambre grande ouverte. Pourtant, cette porte est de travers et il faut forcer pour l'ouvrir, ce qui rend la situation encore plus troublante. Même mon chien, qui d'habitude réagit au moindre bruit, ne s'est pas manifesté, il n'a pas aboyé une seule fois. Mon copain a aussi constaté que la lumière de la salle de bain, juste en face de notre chambre, s'allumait toute seule dans la nuit. Pour ma part, hier soir je me suis endormi en serrant une peluche dans mes bras, et ce matin en me réveillant je l'ai retrouvée derrière moi, soigneusement glissée sous les couvertures avec un oreiller posé par-dessus. Je dors légèrement, je me réveille facilement, et encore une fois mon chien n'a rien remarqué. En descendant au rez-de-chaussée, j'ai découvert des objets déplacés. Des tasses à café étaient posées à l'envers, et ce qui m'a le plus troublé, c'est que ma brique avait été bougée. Cette brique est particulière, elle vient du chemin original de Salem, celui qui remonte à l'époque des procès de sorcières. Je l'ai toujours gardée comme un simple objet historique, sans jamais avoir vécu d'expériences étranges autour d'elle. Mais depuis une semaine, tout a changé. Comme si cela ne suffisait pas, la lumière de mon escalier s'allume toute seule dans la journée, alors que je l'ai éteinte peu de temps avant. C'est systématique, comme si quelque chose voulait se rappeler à mon attention. Je me sens perdu. Tout ça se produit sous mon toit, dans mon quotidien, et je n'arrive pas à comprendre ce que cela signifie. L'inquiétude ne me quitte plus, je me sens observé, et une angoisse sourde me suit partout dans la maison. Mary Ayé Parker n'était pas une femme remarquable aux yeux de ses voisins. Elle vivait simplement, dans une maison modeste d'Andover, à quelques kilomètres de Salem. Elle avait dépassé la cinquantaine, un âge déjà avancé pour l'époque. Elle connaissait bien les travaux des champs, savait préparer des remèdes simples à base d'herbes, et s'occupait de ses affaires sans chercher à attirer l'attention. Mais dans cette année 1692, où l'air lui-même semblait empoisonné par la peur, il suffisait d'un soupçon, d'un mot mal placé, pour que tout bascule. Un voisin, pris dans la frénésie des accusations, prétendit qu'il avait vu Mary dans ses cauchemars. Elle lui serait apparue la nuit, sous forme d'ombre noire, et l'aurait tourmentée jusqu'au matin. Rapidement, ces rumeurs se répandirent. D'autres commencèrent à dire qu'elle avait la réputation de fréquenter des forces obscures, qu'elle connaissait trop bien les secrets de la nature pour être une simple fermière. Son nom circula, et la peur fit le reste. Mary fut arrêtée et conduite à Salem. On l'enferma dans la prison humide où tant d'autres attendaient déjà leur jugement. Les chaînes cliquetaient autour de ses chevilles, le froid s'infiltrait dans ses os, mais elle garda la tête haute. Le jour de son interrogatoire, elle fut amenée devant les juges. Les bancs étaient remplis de spectateurs, avides de voir une nouvelle sorcière démasquée. Les questions s'abattirent sur elle comme des coups de fouet. Avait-elle signé un pacte avec le diable? Avait-elle envoyé son spectre pour tourmenter ses voisins? Connaissait-elle les arts interdits? Mary répondit calmement, répétant qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne. Mais chaque parole était détournée, chaque silence interprété comme une preuve. Les jeunes filles présentes, celles qui se disaient possédées, se tordaient dans des convulsions spectaculaires dès qu'on posait les yeux sur Mary. Leurs cris résonnaient dans la salle, accusant son esprit d'être venu les torturer. « Je suis innocente, Dieu le sait », déclara-t-elle avec fermeté. Mais ces mots se perdirent dans le vacarme. Les juges avaient déjà décidé de son sort. La sentence de mort fut prononcée, et Mary fut renvoyée dans sa cellule pour attendre le jour de son exécution. Le 22 septembre 1692, elle fut conduite à Gallowhill avec 7 autres condamnés. Le ciel était couvert, une brume épaisse s'accrochait aux collines.
La foule s'était massée pour assister à l'exécution. Les habitants priaient, certains pleuraient en silence, d'autres hurlaient leur haine. Marie marchait d'un pas lent mais assuré. Ses mains tremblaient, mais son regard restait droit. Arrivée devant la potence, on lui passa la corde autour du cou. Elle leva les yeux vers le ciel et répéta une dernière fois, d'une voix claire, « Je ne suis pas coupable ». Le silence tomba, pesant, et le bois craqua lorsque son corps fut suspendu. Les spectateurs détournèrent le regard, mais beaucoup entendirent encore résonner cette phrase, obstinée, qui semblait défier la mort elle-même. Depuis ce jour, Salem n'a jamais oublié Mary Hayer Parker. On raconte que son esprit hante encore le vieux cimetière de Charter Street. Ceux qui s'y aventurent la nuit affirment entendre une voix féminine portée par le vent. Ce n'est pas un cri, mais une plainte continue, répétée sans fin, « Je ne suis pas coupable ». Des promeneurs disent avoir aperçu une silhouette vêtue de blanc errer entre les tombes. Elle glisse dans la brume, son visage flou, ses lèvres murmurant toujours les mêmes mots. Certains jurent avoir senti une main glaciale saisir leur poignet, comme si Marie cherchait à attirer leur attention, à forcer enfin quelqu'un à l'écouter. D'autres affirment que leurs lampes se sont éteintes d'elles-mêmes, les laissant dans l'obscurité totale, entourées de chuchotements étouffés. Il arrive aussi que les pierres tombales semblent se déplacer légèrement, ou que des pas résonnent derrière vous alors qu'il n'y a personne. Ceux qui ont eu le courage de rester racontent que l'air devient plus lourd, qu'un parfum de terre humide et de fleurs fanées envahit l'espace. Puis, soudain, tout disparaît, laissant derrière eux un silence oppressant. Plus de 3 siècles ont passé, mais Mary Hayer Parker n'a jamais cessé de clamer son innocence. Son fantôme semble condamné à répéter éternellement les mots qu'on refusa d'entendre de son vivant. Dans les nuits les plus calmes de Salem, certains habitants disent que, si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre sa voix, obstinée, émanant des pierres du cimetière. Elle ne crie pas, elle ne gémit pas. Elle répète simplement, encore et encore, d'un ton qui glace le sang, « Je ne suis pas coupable ». Il y a 2 ans, je suis retourné à Salem pour une réunion de famille. Comme je m'intéresse aux lieux hantés, j'ai demandé à quelques jeunes du coin ce qu'ils avaient entendu au sujet des endroits réputés pour être les plus troublants. C'est ainsi que j'ai rencontré une fille qui m'a parlé de Winter Island. Ce n'est pas vraiment une île mais plutôt une presqu'île, située à environ 5 minutes du grand parc au centre de Salem, là où tout le monde se retrouve. Je m'y suis rendu avec mon mari, et très vite j'ai commencé à prendre des photos. Quand j'ai regardé les clichés, j'ai remarqué plusieurs anomalies. Sur l'une des images, le visage d'un jeune homme apparaissait clairement, comme s'il s'était glissé entre les ombres. Il avait l'air d'être au lycée ou peut-être étudiant. Sur d'autres clichés, on distinguait des formes étranges, comme si des créatures changeantes essayaient d'apparaître. Certaines semblaient animales, tantôt semblables à un chien, tantôt à un sanglier, tantôt à une bête plus sauvage encore. À un moment, alors que je marchais aux côtés de mon mari, j'ai vu l'une de ces choses surgir. Cette silhouette animale a bondi dans les airs, se dirigeant droit vers l'abdomen de mon mari. J'ai poussé un cri instinctif, un cri qu'il n'avait jamais entendu de moi, parce que j'étais convaincu que cette chose allait le blesser. Mais aussitôt que j'ai crié, la créature a disparu, comme si elle s'était dissoute dans l'air. Mon mari était terrifié, non pas parce qu'il avait vu la chose, mais parce qu'il n'avait jamais vu une telle peur dans ma réaction. Je lui ai avoué que, l'espace d'un instant, j'avais cru que quelque chose voulait le tuer. Étant médium, je sais que je perçois parfois ce que d'autres ne peuvent pas voir. Je crois que c'est pour cette raison que mon mari n'a rien remarqué, alors que moi, j'ai clairement assisté à cette apparition. La jeune fille qui m'avait parlé de Winter Island m'avait aussi confié que beaucoup d'exécutions avaient eu lieu là-bas à l'époque des procès de sorcières. La dernière concernait un garçon de 16 ans accusé d'avoir mis le feu dans la ville. Les habitants étaient déjà terrifiés par une série d'incendies, et le jeune garçon fut condamné et exécuté, ce qui avait profondément divisé la communauté, certains trouvant son âge trop jeune pour un tel châtiment. Je me demande encore si le visage que j'ai photographié n'était pas le sien, bien que je n'ai jamais trouvé d'illustration ou de portrait d'époque pour le comparer. Winter Island porte aussi les marques de son histoire plus récente. Avant, c'était un territoire amérindien,
puis l'armée y a construit des bunkers, et aujourd'hui, on peut y camper. Pourtant, malgré cette apparence tranquille, l'endroit garde une énergie lourde, presque étouffante, comme si toutes ces strates d'histoire, les sorcières, les condamnés, les guerres et les terres volées, continuaient de peser sur chaque recoin. La prison de Salem, bâtie au XVIIe siècle, n'était pas un endroit où l'on survivait longtemps. Ses murs épais de pierre retenaient l'humidité comme une éponge. Les cellules, sombres et étroites, ne laissaient filtrer qu'un mince rayon de lumière à travers des barreaux rouillés. L'air y était glacé en hiver, suffocant en été. Les prisonniers y étaient entassés, nourris d'un pain dur et d'eau croupie, parfois enchaînés directement au sol. C'est dans ce lieu que furent enfermés de nombreux accusés de sorcellerie en 1692. Les récits racontent que les nuits y étaient terrifiantes. On entendait des sanglots, des prières, mais aussi des cris de terreur. Les accusés vivaient avec la certitude que chaque matin pouvait être le dernier, que chaque bruit de pas dans le couloir annonçait peut-être leur exécution. Beaucoup y moururent avant même d'être jugés, rongés par la faim, le froid et les maladies. Les murs de la prison devinrent des tombeaux invisibles, chargés des voix étouffées de ceux qui n'avaient jamais eu de sépulture digne. Après la fin des procès, la prison resta en activité, mais jamais elle ne perdit son atmosphère oppressante. Les gardiens parlaient de bruits étranges. Des chaînes tintaient alors qu'aucun prisonnier ne s'y trouvait. Des portes s'ouvraient et se refermaient d'elles-mêmes dans les couloirs sombres. Certains disaient sentir une main glaciale effleurer leur épaule, puis disparaître dans le vide. Au fil des siècles, la prison finit par être abandonnée. Pourtant, les habitants de Salem évitaient de passer près des ruines une fois la nuit tombée. Des silhouettes apparaissaient derrière les barreaux vides, des visages pâles fixant ceux qui osaient s'approcher. Plusieurs témoins racontèrent avoir vu une femme en haillons, les poignets entourés de fers invisibles, tourner en rond dans une cellule avant de disparaître dans un souffle glacé. D'autres affirmèrent avoir entendu des voix s'élever des murs eux-mêmes. Des murmures enchaînés les uns aux autres, des prières brisées, des suppliques qu'on aurait dites venues d'un autre temps. Les visiteurs ressortaient souvent tremblants, persuadés d'avoir été observés par des yeux qu'ils ne pouvaient pas voir. Une légende locale raconte que le fantôme le plus inquiétant n'est pas celui des accusés, mais celui d'un geôlier. On dit qu'il marche encore dans les couloirs, portant une lanterne qui vacille dans l'obscurité. Son pas lourd résonne, mais on ne voit jamais son visage. Ceux qui entendent sa démarche jurent que le son se rapproche inexorablement, sans jamais s'arrêter, jusqu'à ce qu'il se trouve juste derrière eux. Quand il se retourne, la prison n'est qu'un gouffre vide, mais l'air glacé sent toujours le fer, la sueur et la mort. Aujourd'hui encore, certains guides de Salem racontent que la vieille prison est le lieu le plus hanté de la ville. Les visiteurs qui osent s'y aventurer affirment sentir un poids étrange sur leur poitrine, comme si des chaînes invisibles s'y accrochaient. Et parfois, dans les recoins les plus sombres, des yeux luisent un instant avant de s'éteindre, comme si les murs eux-mêmes gardaient prisonniers les fantômes de ceux qui n'avaient jamais été libérés. Fin avril 2019, j'avais 20 ans et je suis parti pour un voyage organisé en Irlande, EF Tour, Ultimate Ireland, que je recommande vivement. L'une des activités prévues était une visite guidée à Killarney. J'étais très enthousiaste car j'adore ce genre de visite et j'étais prêt à vivre quelque chose d'étrange. Parmi les participants, il y avait un garçon que j'appellerais T. Il était sorcier pratiquant et avait grandi à Salem. Nous nous sommes rencontrés pendant ce voyage et nous sommes restés amis. Je me souviens qu'il m'avait dit que si quelque chose devait m'arriver, ce serait dans l'abbaye où nous allions. Le bus s'est d'abord arrêté à notre hôtel décoré de façon inquiétante, tandis qu'un conteur traditionnel s'efforçait de nous effrayer. Ensuite, nous sommes arrivés sur un terrain vide au sommet d'une colline. Un autre guide nous a annoncé qu'il allait nous conduire dans la vallée, car le conteur refusait de descendre. En marchant, j'ai discuté avec lui de mes expériences paranormales et de ce qu'il en pensait. Il m'a confié que pendant tout le temps où il travaillait là, il n'avait jamais vu ni entendu quoi que ce soit d'étrange. Mais il m'a aussi expliqué que le jour où il avait été embauché, une amie du village, une sorcière blanche, lui avait offert un bâton de marche béni dont il ne se séparait jamais. Pour lui, c'était la raison.
Nous avons fini par atteindre l'abbaye en ruine, vieille de 5 siècles. Le guide nous a raconté que des moines y avaient été massacrés par les Anglais et que 2 d'entre eux avaient été torturés car ils connaissaient le secret des trésors de l'abbaye, jamais retrouvés. En entrant, j'ai immédiatement senti l'énergie des esprits autour de nous. Je pouvais presque les voir nous frôler sans nous déranger. Dans la cour intérieure, se dressait un immense if aussi ancien que l'abbaye elle-même. Le guide nous expliqua que l'arbre était maudit et que quiconque le touchait mourait 1 an et 1 jour plus tard. Il refusait lui-même de s'en approcher. Pourtant, Ti et moi avons ressenti la même chose. L'arbre ne paraissait pas maudit mais terriblement triste et nous avions une forte envie de le réconforter. C'est à ce moment que j'ai eu une vision des 2 moines. Personne ne nous avait montré d'image, mais je les ai vus dans mon esprit et une pensée m'a traversé. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous protéger, et ce n'était pas une pensée qui venait de moi. Nous avons ensuite pénétré dans une petite pièce. Aussitôt, j'ai su qu'il y avait quelque chose tapi dans l'ombre, dans un coin du plafond. Dehors, quelque chose de mauvais nous observait. Le guide nous expliqua que ce coin était réputé pour être un lieu où l'on voyait souvent des orbes. Mais je n'écoutais presque pas, car j'étais entièrement concentré sur cette présence malveillante à l'extérieur. Dans mon esprit, je distinguais sa silhouette et elle me fixait avec insistance. Je savais que je devais lui montrer que je l'avais repérée, qu'elle ne pouvait pas rentrer pour nous faire du mal. La visite suivante nous mena dans la partie la plus active de l'abbaye, celle dont on nous parlait depuis le début. L'idée était que nous nous alignions, une trentaine de personnes, dos au mur, et que l'on éteigne toutes les lumières pendant 1 minute. Toute la soirée, on avait essayé de nous faire peur, y compris le compteur qui avait surgi d'un couloir vêtu d'une cape. Mais cette fois, il s'agissait de vivre réellement l'ambiance de cette pièce. Dès que j'y suis entré, j'ai senti un poids sur mes épaules, j'avais froid et une immense tristesse m'envahissait. Cela s'est vu au point que le guide principal m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu que oui, car je ne voulais rien manquer. Nous nous sommes placés contre les murs. À ma droite se trouvait une fille, et à ma gauche, personne, seulement une fenêtre au-dessus. Dehors, tout était noir. Dedans, les lampes industrielles s'éteignirent au compte à rebours. Dès que la pièce a été plongée dans le noir, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. C'était comme si je portais le deuil de toutes les personnes que j'avais perdues. Toute mon âme n'était que douleur. Pourtant, dans ma tête, j'étais lucide. Je savais que ce n'était pas moi qui pleurais, mais quelque chose en moi. Je n'ai rien dit pour ne pas déranger les autres. J'ai aussi senti un jeune esprit posé sur mon épaule gauche, et j'ai vu plusieurs ombres passer devant moi. L'une d'elles m'a fixé pendant les 20 dernières secondes et je savais que c'était un homme, sans pouvoir expliquer pourquoi. Il n'aimait pas ma présence. Puis les lumières se rallumèrent et tout s'arrêta. J'étais de nouveau parfaitement calme. Ti est alors venu me voir et m'a expliqué qu'il avait remarqué tous les esprits autour de moi, y compris le jeune qui s'était assis sur mon épaule, avant même que je le lui dise. Nous en avons conclu que l'un des esprits s'était servi de mon corps comme d'un vaisseau pour pleurer. Le dernier arrêt fut la cour extérieure et le cimetière. Là, l'atmosphère était différente, empreinte d'une véritable haine. On sentait une volonté de nuire. J'ai montré à Ti un endroit sombre au-dessus d'une porte en lui disant que quelque chose nous observait. Il m'a simplement répondu qu'il le savait et qu'il valait mieux l'ignorer. Le compteur, lui, continuait de s'amuser à effrayer les enfants. Mais plus il faisait cela, plus j'étais irrité, au point d'avoir envie de le frapper, ce qui ne me ressemble absolument pas. Je n'avais qu'une envie, partir. Finalement, nous avons pris le chemin dit des esprits pour sortir du cimetière et rejoindre le bus. Ti et moi avons ensuite parlé avec le guide et le compteur, qui étaient intéressés par ce que nous avions ressenti. Ils nous ont expliqué que de nombreux médiums et sorciers avaient vécu des expériences similaires. Nous les avons remerciés, nous sommes remontés dans le bus, j'ai écrit à mes amis pour leur raconter ce qui s'était passé, puis nous sommes allés en ville boire, car après tout, nous étions en Irlande. Bridget Bishop n'était pas une femme comme les autres aux yeux des habitants de Salem. Elle possédait une petite taverne où l'on buvait et où l'on jouait aux cartes,
ce qui choquait la morale puritaine du village. Elle portait parfois des robes rouges éclatantes au lieu des habits austères que portaient les autres femmes. Elle riait fort, discutait avec des hommes, et refusait de se plier aux codes stricts de la communauté. Pour certains, elle incarnait la tentation, l'indépendance, et donc, aux yeux des plus pieux, le mal. Lorsque les premières accusations de sorcellerie éclatèrent en 1692, son nom fut prononcé presque aussitôt. On l'accusa de visiter les rêves de ses voisins, de leur apparaître sous forme de spectres, de provoquer des malaises inexplicables. Dans le tribunal, les jeunes filles prétendaient voir son spectre se dresser derrière elles, la peau sombre, les yeux brûlants. Bridget écoutait leurs accusations en secouant la tête, refusant d'avouer ce qu'on voulait lui faire dire. Le procès fut rapide. Les juges, nourris de rumeurs et d'hystérie, la condamnèrent à mort. Le jour de son exécution, le soleil brillait fort, mais l'air semblait lourd, chargé d'une tension étrange. Escortée jusqu'à la colline de Gallowhill, Bridget gardait la tête haute. Ses bourreaux attendaient qu'elle pleure, qu'elle supplie, mais elle ne donna rien de tel. Lorsque la corde fut passée autour de son cou, on dit qu'elle fixa la foule et lança une dernière phrase, à mi-voix, comme une prière inversée, « Que Salem brûle pour ce que vous faites ». Quelques instants plus tard, son corps se balançait dans le vent. Mais ces mots restèrent gravés dans la mémoire de ceux qui les avaient entendus. Les années qui suivirent, plusieurs événements étranges secouèrent la ville. Des incendies éclatèrent sans cause claire. Des maisons entières partirent en flammes en pleine nuit, consumées à une vitesse effrayante. Certains prétendirent avoir vu une silhouette rouge apparaître entre les flammes, comme si Bridget riait dans l'incendie qu'elle avait provoqué. Même longtemps après la fin des procès, sa mémoire continua d'effrayer Salem. On racontait que des tavernes brûlaient plus souvent que les autres bâtiments, comme si Bridget se vengeait des hommes pieux qu'il avait condamnés pour avoir tenu un lieu de plaisir. Au XIXe siècle encore, des voyageurs écrivaient dans leurs journaux avoir entendu, en passant près de Gallowhill, le son d'un rire féminin qui se mêlait au crépitement du feu, bien qu'aucun feu ne brûlait là. La légende veut que sa malédiction ne soit jamais levée. On dit que, chaque fois qu'un incendie menace Salem, le nom de Bridget Bishop revient sur les lèvres des habitants. Certains jurent que son spectre apparaît encore, robe rouge flottant dans les flammes, ses yeux brillants fixant ceux qui la regardent, comme pour leur rappeler que Salem, quoi qu'il arrive, paiera toujours le prix de son sang. Je n'ai jamais vraiment été quelqu'un qui croyait aux esprits. Mais je parie que beaucoup de gens ressentent la même chose. Il y a environ 16 ans, je venais de quitter la Navy et j'avais décidé d'utiliser mon GI Bill pour reprendre des études. J'ai choisi de m'installer dans une zone près de Charlotte, en Caroline du Nord. J'ai emménagé avec 2 colocataires dans un appartement de 3 chambres. Les 2 étaient plutôt sympas. L'un d'eux, Zach, venait d'Altoona, en Pennsylvanie. Nous sommes vite devenus proches. Nous avions trouvé un boulot dans le même restaurant et nous traînions ensemble presque tout le temps. L'autre colocataire s'appelait Jamie. Nous ne passions pas beaucoup de temps ensemble parce qu'il venait de Winston-Salem et retournait presque toujours chez lui dès qu'il le pouvait. Un soir, Jamie n'était pas là et Zach travaillait. J'avais la journée de libre. Nous avions prévu d'aller au petit circuit de dragster du coin pour la soirée d'essai, alors j'avais décidé de passer le temps en surfant un peu sur Internet avant de le rejoindre. Pendant que j'étais sur l'ordinateur de Zach, qu'il me laissait utiliser, j'ai entendu un bruit étrange. Ça ressemblait au son d'une seule feuille de papier tombant sur le sol sur sa tranche. Je savais que personne n'était à la maison et ça m'a un peu fichu la trouille. Je me suis levé et j'ai commencé à vérifier les pièces. J'ai parcouru le couloir, jeté un œil au salon, à la cuisine, à la buanderie, à la chambre de Zach, puis à la mienne. Rien du tout. Alors je me suis approché de la porte de la chambre de Jamie et j'ai commencé à l'ouvrir lentement. La pièce était sombre. Soudain, j'ai senti une pression physique contre ma poitrine, comme si quelque chose me repoussait. J'ai trébuché et le mur derrière moi m'a retenu. J'ai alors commencé à me sentir étourdi et tout ce que je voyais s'est teinté de rouge. Ça n'a duré qu'un instant, mais mon cœur battait à toute vitesse. Je suis revenu à moi, j'ai attrapé mes clés et je suis sorti de là en courant, complètement terrifié.
J'étais tellement pressé de quitter l'appartement que je suis arrivé au circuit avec 1 heure d'avance et j'ai dû attendre que Zach me rejoigne. Quand il est enfin arrivé, je lui ai raconté exactement ce qui venait de se passer. Il m'a dit à quel point c'était dingue et a ajouté qu'il avait lui aussi remarqué des choses étranges dans cette chambre. Il m'a raconté qu'un jour, alors qu'il y était entré pour chercher quelque chose, il avait vu ce qui ressemblait à des marques de griffes lumineuses dans le placard. Je ne sais pas si c'était vrai, mais c'est ce qu'il m'a dit. Le lendemain, après les cours, nous sommes rentrés et Jamie était là. Nous lui avons tous les deux raconté nos histoires. Il nous a simplement répondu: depuis que ma grand-mère est morte, quelque chose me suit. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Autant dire que ça nous a glacés. Le jour suivant, en rentrant de l'école, nous avons découvert que tous ces meubles avaient disparu. Absolument tout. Jamie était parti. Nous ne l'avons plus jamais revu ni entendu. Il nous devait encore du loyer, nous avons essayé de le contacter encore et encore sans succès. Finalement, son père nous a envoyé un chèque qui couvrait sa part. Mais depuis ce jour, plus rien. Avec le temps, j'ai fini par emménager dans sa chambre parce qu'elle était plus grande. Et je n'y ai jamais rien vécu d'étrange. Au cœur de Salem se dresse encore aujourd'hui une demeure sombre, anguleuse, dont les poutres noircies par le temps semblent absorber la lumière. C'est la maison du juge Jonathan Corwin, l'un des magistrats les plus sévères des procès de 1692. On l'appelle The Witch House, la maison des sorcières. Ces murs de bois, témoins muets, ont vu se préparer les interrogatoires et se forger les sentences qui envoyèrent tant d'âmes vers la potence. À l'époque, le juge Corwin y recevait ses visiteurs à la lueur des chandelles. On dit que certaines des femmes accusées franchirent le seuil de cette demeure avant d'être conduites devant le tribunal. L'air y était lourd, chargé d'odeurs de cire et de fumée, et les regards du juge se posaient sur elle comme une lame glacée. Dehors, la rumeur enflait, et ceux qui passaient devant la maison détournaient les yeux, redoutant qu'un simple geste de curiosité ne les mène à leur tour sur la liste des suspects. Les années passèrent, mais la maison ne retrouva jamais vraiment la paix. Ceux qui y habitèrent après la mort du juge racontèrent des choses troublantes. Des bruits de pas résonnaient la nuit dans les couloirs, alors que toutes les pièces étaient vides. Des voix basses semblaient se répondre derrière les murs, comme un écho d'interrogatoires anciens. Parfois, une ombre glissait devant une fenêtre, mais quand on entrait, la pièce était déserte. Certains visiteurs jurèrent avoir vu une silhouette vêtue d'une robe sombre se tenir au pied de l'escalier. Elle disparaissait dès qu'on la fixait trop longtemps, ne laissant derrière elle qu'un frisson glacial. D'autres affirmèrent que les chandelles s'éteignaient toutes seules, comme soufflées par une bouche invisible. La légende raconte que ce ne sont pas seulement les esprits des accusés qui hantent la maison, mais aussi celui du juge Corwin lui-même. On dit qu'il revient chaque nuit, assis dans son fauteuil, ses papiers devant lui, prêt à écrire de nouveaux verdicts. Les plus superstitieux prétendent avoir vu son visage apparaître dans les vitres, ses yeux sévères scrutant ceux qui osaient l'observer. Aujourd'hui encore, ceux qui visitent The Witch House disent ressentir un poids étrange en franchissant la porte, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient. Le parquet craque sous les pas, mais parfois le bruit ne correspond pas à vos propres mouvements, comme si quelqu'un marchait à vos côtés. Et lorsque l'on s'attarde trop longtemps dans le silence des pièces, il arrive que l'on entende un chuchotement, une plainte étouffée, le murmure d'une prière murmurée par une âme qui n'a jamais trouvé le repos. Apparemment j'attire des esprits bienveillants, qui se manifestent rarement aujourd'hui. Ce qui est arrivé en octobre dernier fut d'ailleurs ma première rencontre en pleine journée. J'étais en vacances avec mes parents à Salem, dans le Massachusetts, autrement dit la ville des sorcières. Depuis toujours je suis fasciné par tout ce qui est étrange et effrayant, en particulier les procès des sorcières de Salem. Je collectionne même des photos originales de la fin du 19e et du début du 20e siècle, collection commencée après ma toute première rencontre avec l'invisible. Alors quand mes parents m'ont laissé choisir entre Rhode Island et Salem pour mon voyage de fin de lycée, j'ai évidemment choisi la ville des sorcières. Et pour rendre l'expérience encore meilleure, nous y étions la semaine précédant Halloween.
Nous voulions initialement y aller pendant Halloween car il y avait de la place là où nous logions, mais comme mon père et moi devions aller à un concert le 1er novembre, nous avons préféré éviter la cohue du retour. J'avais planifié ce voyage quasiment heure par heure parce que je voulais voir énormément d'endroits. L'un de ceux inscrits à mon programme était le cimetière de Howard Street. Au départ, je voulais visiter le Old Burying Point Cemetery, mais il était fermé pour travaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Howard Street Cemetery serait l'endroit où Jill Corey fut écrasé à mort durant les procès de sorcières. Une fois sur place, je me suis concentré sur la prise de photos des pierres tombales qui m'attiraient le plus. J'ai tendance à aller vers les plus anciennes, les cassées ou celles recouvertes de débris. Quand j'en trouve une dans cet état, j'aime dégager les feuilles ou la saleté qui la recouvre car je trouve que la personne enterrée la mérite ce petit geste de respect. Ce jour-là, j'ai fait cela pour plusieurs tombes avant de prendre mes photos. Ce détail a son importance pour la suite. Alors que mes parents et moi étions sur le point de quitter le cimetière, j'ai senti quelque chose, ou quelqu'un, m'attraper le bras. Ceux qui ont lu mes autres témoignages savent que je n'aime pas être touché pour différentes raisons. Comme j'avais remarqué une femme entrer dans le cimetière pendant que je prenais mes photos, j'ai pensé que c'était elle. Mais en me retournant, il n'y avait absolument personne. Même aux alentours, tout était désert, hormis mes parents et moi. Eux étaient devant moi, et la prise venait de derrière, donc ce n'était pas eux. Ma mère m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai expliqué ce que je venais de ressentir en ajoutant que je pensais que c'était cette femme. Elle m'a alors dit qu'elle était partie depuis un moment déjà. J'étais complètement confus, et comme ma mère ne veut rien avoir à faire avec l'occulte ou les esprits, elle a insisté pour que je sorte immédiatement du cimetière. Ce geste n'avait rien de brutal ou de malveillant. C'était une étreinte douce, comme si on voulait que je reste encore un peu. Depuis, j'essaie de trouver une explication et j'en ai deux. La première, c'est qu'un des esprits du cimetière était content d'avoir de la compagnie et ne voulait pas que je parte. Peut-être que c'était l'un de ceux dont j'avais dégagé la pierre tombale, reconnaissant pour l'attention et le respect que je lui avais témoigné. Peut-être encore qu'il s'agissait de quelqu'un heureux de voir un visiteur prendre soin de l'endroit plutôt que de l'utiliser comme lieu pour boire et laisser des bouteilles vides. La deuxième hypothèse est un peu plus tirée par les cheveux, mais c'est ma mère qui me l'a soufflé et elle a tout de même du sens. Ma tante préférée est morte d'un cancer il y a presque 10 ans et sa disparition m'a anéanti. Je crois que je tiens d'elle mon talent artistique et mon goût pour les choses étranges. Elle adorait tout ce qui touchait aux sorcières. Après sa mort, mon oncle, que je considère comme un véritable poids inutile, a trahi ses dernières volontés en dispersant ses cendres sur une plage du Massachusetts au lieu de l'enterrer. Nous pensons qu'il l'a fait pour ne pas avoir à vivre avec le souvenir de la façon dont il l'avait traité pendant ces dernières années. Ma mère a donc avancé l'idée que cette main douce pouvait être la sienne, une façon de me dire qu'elle était toujours là avec moi. Même si ce n'était pas elle, l'idée me réconforte car elle n'a jamais eu l'occasion de me voir entrer au collège. J'ai toujours eu le sentiment qu'elle veillait sur moi comme une sorte d'ange gardien. Alors, si c'était elle qui m'avait touché ce jour-là dans ce cimetière, cela aurait beaucoup de sens. Nous étions dans la ville des sorcières, en octobre, son mois préféré, et non loin du lieu où ses cendres avaient été dispersées. Je ne saurais jamais exactement ce qui s'est passé ce jour-là, mais je sais que cette main était bien réelle, posée doucement sur mon bras, et que ce n'était en aucun cas un esprit malveillant. Jill Corey était un vieux fermier de Salem, robuste malgré son âge avancé. Il avait la réputation d'être têtu et dur en affaires, mais personne ne s'attendait à ce qu'il devienne l'une des figures les plus marquantes des procès de 1692. Quand les accusations de sorcellerie commencèrent à se multiplier, son nom fut prononcé parmi ceux des suspects. On l'accusa d'avoir pactisé avec le diable pour accroître ses terres et affaiblir ses voisins. Conduit devant les juges, Jill Corey refusa de plaider coupable. Mais il refusa également de se défendre. Son silence était une arme, car il savait que s'il parlait, ses biens seraient confisqués par la couronne et sa famille réduite à la misère. Alors il se tut, les lèvres serrées, les yeux rivés sur ses accusateurs. Ce refus, pour les juges, fut une provocation. Ils décidèrent de l'écraser jusqu'à ce qu'il rompe.
Le 19 septembre 1692, on l'amena sur un terrain près de la prison. On le força à s'allonger dans la poussière. Une lourde planche de bois fut posée sur son corps. Puis, un à un, les bourreaux y déposèrent d'énormes pierres. Le poids était insoutenable, ses côtes craquaient, son souffle se brisait. Mais Gilles Corret ne dit rien. Les juges l'attendaient, espérant un mot, une supplication, une confession. Les témoins présents racontent que son visage, rougi par l'effort et la douleur, resta digne. À chaque nouvelle pierre, il aurait murmuré ces mots qui résonnent encore dans les légendes de Salem, plus de poids. Ces 3 mots glaçaient l'air autour de lui, transformant son supplice en défi. Pendant 2 jours, on l'écrasa ainsi. Le soir tombait, les lanternes éclairaient la scène d'une lueur vacillante, et les gémissements du vieil homme se mêlaient au chant des corbeaux. Enfin, sous la charge écrasante, son corps céda. Gilles Corret mourut sans jamais avouer, sans jamais donner aux juges ce qu'ils attendaient. Sa mort resta unique, car il fut le seul à subir cette torture dans tout le Massachusetts. Mais Salem ne l'oublia pas. On dit que son fantôme erra longtemps près des champs et du cimetière de la ville. Certains affirment l'avoir aperçu, silhouette courbée par le poids invisible des pierres, ses yeux fixant ceux qui osaient s'aventurer près de la vieille prison. D'autres disent que son apparition est un présage, chaque fois que la ville doit connaître une tragédie, le spectre de Gilles Corret se montre dans la brume, comme pour rappeler que Salem porte encore la marque de son crime. La légende raconte même que, juste avant le grand incendie de 1914 qui détruisit une partie de Salem, plusieurs habitants jurèrent avoir vu son fantôme errer dans les rues, traînant derrière lui un silence plus lourd que la pierre elle-même. Après plusieurs épisodes de paralysie du sommeil cette nuit-là, accompagné de somnambulisme et de ma toute première expérience de sortie hors du corps, je l'ai rencontrée, la sorcière, ou la vieille femme comme certains l'appellent. Elle se tenait dans l'embrasure de ma porte de chambre, flottant dans les airs. Elle portait une longue robe noire en dentelle, avec un voile noir recouvrant son visage. Ses cheveux étaient longs, noirs, et flottaient derrière elle tandis qu'elle glissait lentement vers mon lit. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, c'était digne d'un film ou d'un roman de Stephen King. J'étais dans un état de paralysie, incapable de bouger, comme cloué au lit sans possibilité de fuir. Mes yeux étaient ouverts, je pouvais la voir et la sentir. Cela me paraissait plus réel que la réalité elle-même. Quand la sorcière m'a saisi la main, une vague d'émotions et de sensations inconnues m'a traversé. La mort, la douleur, la souffrance et la tristesse. Ce qui me troublait le plus, c'était de comprendre à qui appartenaient ces émotions. Étaient-ce les siennes, la trace d'une vie passée marquée par la souffrance, ou bien un souvenir de l'une de mes propres vies antérieures? J'avais l'impression qu'elle était un membre de ma famille, venu d'outre-tombe pour me rappeler qui je suis ou qui j'ai été. Beaucoup d'événements de ma vie actuelle semblaient faire sens si j'avais réellement vécu en tant que sorcière autrefois. Cela reste pour moi un mystère qui continue de me hanter. Soudain, j'ai senti un froid intense, semblable à celui qui pénètre la maison un matin d'hiver quand on ouvre la porte d'entrée. J'étais glacé, figé par la paralysie et par la température, terrifié. Elle se rapprochait. Son voile disparut et je pus enfin voir son visage. Elle n'était pas effrayante, mais d'une beauté troublante. Ses lèvres étaient pleines et rouges, ses yeux grands et lumineux, sa mâchoire fine et élégante. Elle s'agenouilla, sourit, leva les yeux vers moi, puis ferma les siens. Elle caressa mon visage et reprit ma main. Elle me projeta alors une vision qui semblait se dérouler dans les années 1600, au temps des procès de Salem. J'ai cru un instant qu'elle me montrait mes ancêtres. L'obscurité m'a toujours attiré, alors cela avait du sens que dans une vie passée j'ai pu être une sorcière. Dans la vision, j'entendais une femme crier et les villageois acclamer ce spectacle atroce. Peu à peu, la foule disparut. Je n'arrivais pas à distinguer le visage de la femme brûlée vive, ses cheveux entouraient son corps et masquaient ses traits. Je ne pouvais dire si c'était la même femme que celle qui se tenait devant moi ou s'il s'agissait de moi dans une vie antérieure. Ses cris cessèrent quand sa vie fut éteinte. J'entendais des bourdonnements, comme toujours lors d'une paralysie du sommeil,
et je sentis que j'étais ramené vers mon corps, vers ma réalité présente. En fermant les yeux, je me retrouvais de nouveau dans ma chambre, mais pas totalement dans mon lit. J'étais en train de vivre ma première sortie hors du corps. Je me souviens avoir ouvert les yeux et flotté lentement vers le plafond. La panique m'envahit, mon cœur battait si vite que je croyais mourir. Mon corps picotait et un sentiment d'horreur totale m'envahissait. J'ai compris que le cauchemar n'était pas terminé, mais qu'il continuait. J'étais désorienté et incapable de comprendre ce que je voyais, ressentais et vivais. Je me sentais aussi léger qu'une plume et je commençais à me déplacer. C'est là que je compris que je flottais réellement dans ma propre chambre. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur ou victime d'une abduction extraterrestre. En baissant les yeux, je vis mon corps profondément endormi, à côté de mon partenaire. J'entendis des grondements et des vibrations, semblables à celles d'un téléphone, mais multipliées par 1000, résonnant partout dans la pièce. Le grondement était profond et démoniaque, parcourant mon corps de peur et d'électricité. Je vis des silhouettes sombres, que je crus être des démons. Je commençai à redescendre lentement vers mon corps. En regardant les ombres, je vis qu'elles se multipliaient. La porte de ma chambre s'était transformée en un vide noir, obstrué. Elle hurlait et se précipitait vers mon corps et celui de mon partenaire. Elle se déplaçait à une vitesse extrême, tandis que moi j'avais l'impression d'évoluer au ralenti, comme si j'essayais de courir et de respirer sous l'eau. Je me sentais impuissant et faible. La pièce s'assombrissait encore et ma vision se rétrécissait en un tunnel. Je ne voyais plus que mon corps, allongé et entouré de ténèbres. Je pouvais sentir et entendre les silhouettes, mais je ne les voyais plus. Je hurlais, luttant de toutes mes forces pour rejoindre mon corps. Tout à coup, je perdis toute sensation de gravité et je retombai brutalement vers mon lit. Mais mon corps était difficile à distinguer, recouvert d'ombre, de silhouettes qui semblaient flotter au-dessus de moi. J'ignorais ce qui allait se passer, si je survivrais, si je me réveillerais, ou si j'étais déjà mort et que je vivais une forme d'au-delà. Ces pensées me tourmentaient. La dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé en panique, arrachant mes draps, haletant, la gorge et la poitrine serrées comme si j'avais été étouffé pendant des heures. Je me levai précipitamment, animé d'un but que j'ignorais, presque en courant. Puis je repris mes esprits et me retrouvai dans ma cuisine. Je pensais alors que je devais avoir l'air étrange aux yeux de mon partenaire. Je retournai vite dans la chambre, espérant qu'il ne m'avait pas vu sortir du lit dans cet état bizarre. Quand je revins, il me regarda avec effroi et me demanda ce qui venait de se passer. Je prétendis que ce n'était rien, que j'étais simplement allé chercher de l'eau. Il n'y crut pas un instant. J'avouai que je marchais en dormant et m'excusai de l'avoir réveillé. Nous nous recouchâmes, et ce fut la première et la dernière fois que je vis la sorcière. Je ne saurais jamais si elle cherchait mon aide ou si elle voulait simplement me transmettre un message. Le matin suivant, mon partenaire me questionna. Je lui expliquai que j'avais eu une paralysie du sommeil, ma première expérience hors du corps, et que je m'étais retrouvé à marcher en dormant jusqu'à la cuisine. Comme toujours, il se mit à rire et me dit que ce n'était qu'un rêve et que j'étais trop dramatique. Je savais qu'il ne me croirait pas. Je souris, baissai les yeux sur mon café, pris une inspiration profonde, bus une gorgée et soufflai longuement. Je levai de nouveau les yeux vers lui et répondis qu'il avait sans doute raison, que ce n'était qu'un autre rêve fou dans mon esprit dérangé. Il rit à nouveau, prit son café, son sac, et partit travailler. C'était un samedi matin, je repris donc ma routine habituelle du week-end. En rangeant, je remarquai que je ne trouvais plus ma télécommande. Rien d'étonnant, cela arrivait souvent. Mais ce matin-là, l'impression était différente, plus inquiétante. J'avais le sentiment d'être observé. Ma musique passait en fond, mais j'entendais comme des voix étouffées par-dessus. Je baissai le son pour mieux écouter. Cela ressemblait à des voisins parlant derrière les murs, sauf qu'ils étaient absents ce matin-là. Une fois la musique arrêtée, les voix cessèrent aussi. Je haussai les épaules et n'y pensai plus. Après la nuit éprouvante que je venais de vivre, ce détail n'avait pas beaucoup d'importance. Mais depuis cette expérience, et cette vision de la sorcière brûlée, ma sensibilité s'est accrue.
Je percevais davantage les énergies, les auras, je me connectais plus facilement. Je méditais souvent, espérant entrer en contact avec elles. Un jour, plongé dans une méditation profonde sur mon canapé, je m'endormis. Je fus brusquement réveillé par une voix féminine criant mon nom suivi de l'ordre de me lever. Ce n'était pas une première, j'entends souvent cette voix qui me réveille. Qui est-elle? Je l'ignore. J'en suis venu à croire qu'il pourrait s'agir d'un guide spirituel. Je me réveillai en sursaut, regardai autour de moi, il n'y avait personne. La télécommande était revenue sur la table basse. Je ressentis alors une paix et une sérénité étranges, presque une euphorie pure, malgré l'horreur de la nuit passée. C'est une expérience gravée en moi comme si elle datait d'hier. Pour beaucoup ce n'est qu'un récit paranormal de plus, mais pour moi, c'est une réalité plus forte que la réalité elle-même. C'est une part de moi, et j'ai appris à accepter le paranormal et à l'embrasser avec l'obscurité qui l'accompagne. Je me souviens de la première fois où j'ai vu The Blair Witch Project au cinéma et d'avoir apprécié ces quelques instants de suspense. Aujourd'hui, il ne me fait plus grand-chose. J'imagine que c'est normal avec n'importe quel film que l'on revoit 15 ans après sa sortie. Cependant, j'ai appris quelque chose de nouveau à son sujet grâce à un ami. Le film The Blair Witch Project s'inspire d'une véritable légende, celle d'une sorcière nommée Moll Dyer qui aurait vécu dans le Maryland, aux États-Unis, au XVIIe siècle. Avant de continuer, je tiens à rappeler que des dizaines de milliers de personnes innocentes, au fil des siècles, ont été faussement accusées, jugées et exécutées comme sorcières. On les croyait capables de posséder des pouvoirs surnaturels, de jeter des sorts, de maudire des gens et même de conclure des pactes avec des démons ou le diable. Aujourd'hui, nous savons que ce n'était pas le cas. La plupart de ces victimes étaient des femmes ordinaires qui tenaient un commerce, exerçaient comme sages-femmes, connaissaient les plantes médicinales, vivaient de manière indépendante ou refusaient simplement de suivre les normes de la société de l'époque. Elles devenaient des cibles de jalousie, de peur, de haine, ou encore des boucs émissaires dans des affaires politiques ou financières. Moll d'ailleurs ne fit pas exception. La légende fait partie de l'histoire de Leonardtown, dans le comté de St. Mary's, Maryland, depuis plus de 300 ans. Il n'existe aucun document officiel sur Moll Dyer, mais tous les habitants connaissent son histoire. Selon la légende, elle serait arrivée seule dans le Maryland, sans que personne ne connaisse son passé ni ses origines. Elle vivait dans un petit cottage à la lisière de la ville, qui s'appelait alors Seymour Town. Femme étrange et solitaire, elle s'isolait volontairement de la vie communautaire. On savait qu'elle préparait des remèdes à base de plantes qu'elle vendait aux habitants. Beaucoup se méfiaient d'elle dès le début et, avec le temps, la suspicion se transforma en conviction, Moll Dyer était une sorcière. La légende raconte qu'en 1697, un hiver particulièrement rude frappa Seymour Town. Les récoltes avaient déjà échoué à l'automne et une partie du bétail était morte de façon mystérieuse. Avec la nourriture rare, une épidémie toucha la région, provoquant de nombreux décès dus à la famine ou à la maladie. À travers toutes ces épreuves, Moll Dyer semblait épargnée. Les habitants en vinrent à croire qu'elle était responsable de ces malheurs et qu'elle avait maudit la ville. Une nuit, un groupe de villageois décida d'en finir avec la terreur de la sorcière. Ils mirent le feu à sa maison, mais Moll réussit à s'enfuir dans la forêt. On raconte cependant qu'elle se retrouva seule dans les bois, en pleine nuit, lors du froid le plus glacial de l'hiver. Quelques jours plus tard, on découvrit son corps figé dans la glace, à genoux, une main posée sur un rocher et l'autre levée comme pour implorer la pitié ou lancer une malédiction. Selon la légende, lorsque son corps fut déplacé, les empreintes de ses genoux et de sa main restèrent gravées dans la pierre. Beaucoup crurent alors que Moll Dyer avait véritablement maudit la ville. Les hivers rigoureux, les mauvaises récoltes et les maladies auraient continué à frapper la région pendant des années. Au fil des siècles, et même encore aujourd'hui, des phénomènes étranges sont rapportés à Leonardtown. Certains disent avoir vu le fantôme de Moll Dyer errer dans la forêt, d'autres racontent avoir aperçu des animaux spectraux, des silhouettes sombres, un brouillard lumineux ou des phénomènes météorologiques inhabituels. Le rocher censé conserver ses empreintes repose toujours devant le palais de justice de Leonardtown, où des visiteurs affirment ressentir de mystérieux malaises.
Aujourd'hui, en rentrant vers 21h, je marchais depuis la porte d'entrée vers le salon où mon petit ami était assis sur le canapé quand, soudain, la porte s'est ouverte toute seule. Notre porte d'entrée est extrêmement lourde et jamais le vent ne l'a ouverte. Je ne pourrais pas dire si elle était verrouillée, mais je sais qu'elle était bien fermée. Nous avons immédiatement vérifié la caméra Ring, et la vidéo montre 2 sortes d'orbes volant vers la porte. Nous avons un carillon avant, et on ne l'entend pas quand la porte s'ouvre, ce qui indique qu'il n'y avait pas de vent. J'étais vraiment terrifié. Récemment, j'ai commencé à explorer la sorcellerie, mais je fais toujours en sorte de me protéger. Quand je dis que j'explore la sorcellerie, c'est de manière très légère. J'ai quelques cristaux, un livre de sorts et j'ai récemment acheté des cartes de tarot. J'aime simplement explorer cet univers car il m'a toujours attiré, mais je ne fais que des sorts positifs, du genre un foyer heureux ou une vie heureuse. Rien de sombre ni qui invite des esprits. J'ai aussi un bocal de protection que j'ai acheté à Salem, destiné à empêcher les esprits malveillants ou nuisibles d'entrer dans ma maison. J'ai immédiatement dit à ceux que ce n'était pas le bienvenu et que cela devait quitter la maison. J'ai pris de la sauge, ouvert la fenêtre et ordonné à cette chose de s'en aller. Les poils de ma nuque se sont hérissés et j'étais vraiment effrayé. J'ai aussi un chiot de 7 mois. Il y a quelques semaines, alors que j'étais allongé sur le canapé, son poil s'est dressé et il a commencé à grogner en direction de la porte d'entrée. Il était clairement terrifié et ne me laissait pas me lever du canapé. Il a grogné vers la porte pendant 20 à 30 minutes avant de se calmer. Nous avons aussi une porte rouge, ce qui, je sais, peut être accueillant pour les esprits. Je ne sais pas quoi penser de tout cela, mais j'ai l'impression que quelque chose essaie d'entrer dans ma maison. Je ne suis pas certaine de ce que je peux faire de plus pour me protéger, mais je n'ai vraiment pas un bon pressentiment. Est-ce que quelqu'un aurait un avis ou un éclairage sur la situation ? Mon petit ami croit aux esprits, mais il reste plutôt sceptique. Cependant, cette vidéo de la porte qui s'ouvre l'a un peu troublé lui aussi. Cela s'est passé entre 2015 et 2016. J'ai toujours été extrêmement attiré par le paranormal et à cette époque j'étais en pleine phase d'enquête. Mon ami et moi allions souvent dans des friperies pour chercher des objets intéressants comme des couteaux, des vinyles ou tout simplement des choses originales. Un jour, j'ai trouvé une vieille planche de Ouija des années 1970 fabriquée à Salem. J'étais attiré par elle mais j'ai finalement décidé de ne pas l'acheter. Quelques jours plus tard, mon ami Octavio est retourné la chercher et me l'a offerte. Nous avons essayé de l'utiliser dans plusieurs endroits, comme des maisons abandonnées, un cimetière, et même un asile psychiatrique désaffecté situé à quelques villes de chez moi, mais nous n'avons pas vraiment eu de résultats. Mon petit frère Jared m'a dit qu'il voyait des silhouettes noires et grandes à sa fenêtre depuis que j'avais ramené la planche à la maison et que je l'avais laissée dans son placard. Il m'a aussi mentionné à plusieurs reprises qu'il voyait un œil qui observait à travers le trou de la porte là où devrait se trouver la poignée. J'ai donc passé la nuit dans sa chambre pour voir de mes propres yeux ce qu'il voyait et, sans aucun doute, je l'ai vu aussi. Au fil des mois, tout semblait se limiter à cette chambre. On pouvait y voir les silhouettes noires, le placard s'ouvrait tout seul en grand, et l'atmosphère y était complètement différente. Un jour, ma mère a découvert la planche de Ouija et elle a complètement perdu son sang-froid. Pour information, c'était une témoin de Jéhovah très pratiquante. Elle s'est mise à paniquer et, au même moment, mon frère l'accompagnait. Ils ont pris la planche et l'ont jetée au milieu des vergers. Pourtant, ils ont affirmé avoir retrouvé la même planche de nouveau dans le placard alors que je n'en avais qu'une seule. Ils l'ont alors reprise et l'ont brûlée dans le jardin. C'est à partir de ce moment que les phénomènes ont commencé à se produire dans toute la maison. On voyait la silhouette dans le coin de l'œil et l'ambiance est devenue étrange. Quelques semaines plus tard, ma mère est rentrée à la maison avec un vase blanc décoré d'écritures asiatiques en bleu. Dès que je l'ai vu, j'ai ressenti un très mauvais pressentiment et j'ai décidé de le casser. À l'intérieur se trouvaient des cendres et des morceaux d'os. J'ai dit à ma mère que nous devions le rapporter à la personne qui le lui avait vendu. Mon père est entré à ce moment-là et, après que nous lui ayons expliqué la situation, il a eu la brillante idée de prendre le vase et de le briser dehors. Ce qui s'est passé cette nuit-là,
ni lui ni moi ne pourrons jamais l'oublier. Je me suis endormi assez tôt dans la chambre de mon frère, là où la plupart des silhouettes apparaissaient. Je me suis réveillé au milieu de la nuit sans pouvoir bouger. J'ai d'abord pensé à une paralysie du sommeil et j'ai essayé de remuer les orteils pour m'en sortir. Mais en regardant autour de moi, j'ai vu la porte s'ouvrir lentement. La seule lumière venait du détecteur de fumée qui clignotait. Une silhouette noire et grande se tenait là, celle que nous avions vue auparavant. Je l'ai vue s'avancer vers mon lit et j'ai senti son poids sur le matelas qui s'enfonçait. J'avais l'impression de m'enfoncer moi-même et de sentir cette chose tirer quelque chose hors de moi vers le haut. Elle a commencé à m'étrangler et j'ai perdu connaissance. 2 ans plus tard, j'en ai parlé à mon père et il m'a confié avoir vécu son propre épisode la même nuit. Il m'a raconté qu'il s'était réveillé et avait vu sa porte s'ouvrir lentement. Pensant d'abord à un intrus, il est resté allongé, un œil à moitié fermé, et a vu une grande silhouette noire s'approcher de son lit et grimper dessus. Il a dit qu'il sentait qu'elle était face à lui, incapable de bouger ou de parler. Depuis cette nuit-là, nous continuons à voir cette silhouette mais nous n'en parlons plus. Cet événement m'a tellement marqué que je m'en souviens plus clairement que de mon âge à ce moment-là. Je dirais que je n'avais pas plus de 6 ans, peut-être même plus jeune. J'ai 34 ans aujourd'hui, et je m'en souviens comme si c'était hier. En pleine nuit, je m'étais redressé pour aller aux toilettes, mais quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais pas dans ma chambre. J'étais assis sur un petit plancher de bois, au milieu d'une botte de paille, dans ce qui ressemblait à une cuisine de l'époque des procès de Salem. Je me rappelle être resté assis, émerveillé, me demandant si je rêvais, mais tout me paraissait trop réel. Je pouvais sentir l'odeur de la paille, et ce que je ne savais pas décrire à mon âge mais que j'appelle aujourd'hui, la puanteur quotidienne de la vie autrefois. En face de moi se tenait une femme gigantesque, portant un tablier et un chapeau noir, qui disait quelque chose dans une langue qui n'était pas de l'anglais. Et quand je dis gigantesque, je veux dire que je me sentais minuscule, comme une souris à côté d'elle. Je me souviens d'avoir eu le souffle coupé, et puis en un battement de paupières, j'étais de retour dans ma chambre, allongé dans mon lit. Je me suis montré plutôt détaché, j'ai essayé de me rendormir, mais c'était impossible, j'étais bien trop excité. Et jusqu'à aujourd'hui, jamais je n'ai revécu une telle expérience. Je n'en avais parlé à personne avant maintenant. Je me considère comme un homme de science et de logique. Je ne dis pas que je ne crois pas au paranormal ou au surnaturel, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ces choses soient davantage des inventions ou des croyances religieuses que des réalités tangibles. D'un point de vue religieux, je me rapproche davantage du déisme. Je crois qu'il est peu probable que j'attribue cette expérience à des esprits ou à des démons. J'en suis au point où, si je choisis de croire que Dieu existe, je me demande alors où cela me place et ce que cela implique. Démons ? Anges ? Hydre ? Cette idée est écrasante, et c'est sans doute pour cette raison que je n'ai jamais pris le temps de vraiment m'asseoir et d'y réfléchir sérieusement. Je sais à quel point cela peut sembler étrange. La plupart des gens collectionnent des timbres, des pièces de monnaie, des vinyles, des affiches et ce genre de choses. Pour ma part, j'ai toujours eu un rapport particulier avec le paranormal. Depuis mon enfance, j'ai eu de nombreuses expériences qui m'ont poussé, à l'adolescence puis dans ma vingtaine, à m'intéresser aux enquêtes paranormales. C'est à cette époque que j'ai commencé à collectionner les planches de spiritisme. Aujourd'hui, j'en possède un grand nombre, mais il y en a une que je refuse catégoriquement de garder chez moi. Je l'appelle la planche de Salem. À l'époque, je travaillais dans le maquillage d'effets spéciaux pour le cinéma. J'avais été envoyé à Salem, dans le Massachusetts, pour un tournage. Pour quelqu'un comme moi, passionné par tout ce qui est étrange, inhabituel et un peu inquiétant, c'était une occasion rêvée. Je suis arrivé en ville quelques jours avant le début du travail, afin de me préparer mais aussi pour profiter du lieu et faire un peu de tourisme. En flânant d'une boutique à l'autre, je suis entré dans un magasin qui possédait une grande collection de planches de Ouija. Certaines étaient anciennes, d'autres en verre gravé, d'autres encore en bois brûlé. Mais c'est une vitrine fermée à clé, tout au fond, qui attira mon attention.
Sur l'étagère du haut, isolée des autres, se trouvait une planche semblant être taillée directement dans une section de tronc d'arbre. Les lettres et symboles d'une planche de Ouija y étaient inscrits, mais tout semblait avoir été sculpté à la main. Elle était également recouverte de runes. Je suis allé voir le vendeur pour demander son prix. Il m'a répondu sèchement qu'elle n'était pas à vendre. Son attitude m'a intrigué. Je l'ai vu jeter un regard inquiet vers la vitrine avant de m'expliquer, presque à voix basse, que cette planche avait été fabriquée à partir d'un arbre utilisé lors des pendaisons de sorcières pendant les procès de Salem. J'étais sceptique face à une telle affirmation, mais plus je la regardais, plus je voulais l'ajouter à ma collection. J'ai insisté, et le vendeur a fini par céder, à contre-cœur. Il me l'a vendit, en précisant bien que ce serait en liquide, sans aucun retour possible. Lorsqu'il me remit la planche, je remarquai son air troublé. Il m'expliqua qu'elle n'avait jamais été conçue pour être utilisée et qu'elle ne s'accompagnait pas de planchette. J'ai pris note de ses avertissements, le remerciai, puis quitté la boutique avec ce nouvel objet. Quelques mois plus tard, je vivais à Seattle dans un petit appartement d'une chambre. J'avais rangé la planche de Salem dans une boîte, posée sur l'étagère de mon placard, en attendant de trouver une nouvelle vitrine pour l'exposer. Une nuit, vers 3 heures du matin, je fus réveillé par un bruit contre la porte de mon placard. Pensant d'abord que mon serpent, Chronos, s'était échappé, je vérifiai aussitôt sa cage, mais il dormait paisiblement sous son tronc. Quand j'ouvris mon placard, je découvris que la boîte contenant la planche était tombée de l'étagère et s'était appuyée contre la porte. Je remis la boîte en place et retournai me coucher. 30 minutes plus tard, un nouveau bruit se fit entendre, cette fois plus fort. J'ouvris les yeux et vis que la porte de mon placard avait été poussée vers l'extérieur. La boîte était de nouveau tombée, mais avec une telle violence qu'elle s'était coincée entre mes vêtements et la porte. Inquiète, je déposai la boîte au sol plutôt que sur l'étagère, et refermai la porte. Au matin, en me réveillant, je tournai la tête vers ma table de chevet pour attraper mon téléphone. Mon sang se glaça en voyant la scène, la porte du placard était grande ouverte, et la boîte avait été repoussée jusque dans le milieu de ma chambre. À ce moment-là, je compris que cet objet n'était pas comme les autres. Il était chargé d'émotions sombres, de colère, de douleur et de souffrance. Je décidai de le garder enfermé dans sa boîte et de le placer dans mon garde-meuble. Les années passèrent. Un été, alors que ma mère me pressait de libérer de la place dans le garde-meuble pour qu'elle y entrepose ses affaires, je me retrouvai à trier mes cartons dans la chaleur étouffante du local. C'est là que je tombai sur la boîte. Immédiatement, la température chuta brutalement. J'ôtai le couvercle et restai figé devant ce que je vis. La planche de Salem reposait au-dessus de plusieurs autres planches de ma collection, toutes brisées en deux, nettes, comme si quelqu'un les avait cassées sur son genou. Toutes, sauf la planche de Salem, qui restait intacte. Je contemplais longuement ce que j'avais sous les yeux, incapable de trouver une explication rationnelle. J'ai finalement pris la planche et l'ai enfermée dans un coffre en bois que m'avait légué mon arrière-grand-mère, elle-même considérée comme une sorcière. C'est laquelle repose encore aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il existe des forces dans ce monde que nous ne comprendrons jamais. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je n'ai pas simplement détruit ou abandonné la planche. La vérité, c'est que je me sens lié à elle. Elle m'a appelé et j'ai répondu. Je me considère comme sa gardienne. Tant qu'elle reste avec moi, tout le monde est en sécurité face à ce qui lui est attaché. Mon ex-oncle est en train de mourir, et je me sens enfin en sécurité pour raconter une expérience paranormale que j'ai vécue dans ma vie. C'est quelque chose dont, à cause des circonstances, nous ne pouvions presque jamais parler. Si ce n'est pas permis, je comprends que ce soit supprimé. Cette histoire contient des détails qui pourraient évoquer un possible crime, mais cela n'a pas vraiment d'importance, si ce n'est par rapport à nos croyances et à ce que nous avons vécu. Non, nous n'avons jamais parlé à la police, et nous n'avions de toute façon aucun fondement pour le faire. Ma tante, appelons-la Jane, s'est mariée à Jason en 1997. En 1999, ils ont acheté une maison et ont eu 2 enfants ensemble. Jason n'était pas un homme agréable.
C'était un drogué et il était très violent. Adolescente, je vivais pratiquement à plein temps chez ma tante pour l'aider avec les enfants, c'est pour cette raison que je peux raconter cette histoire, j'étais présente pour 99% de cette période. Jason travaillait dans le domaine médical et voyageait beaucoup. Leur mariage étant désastreux, il n'appelait jamais sa femme et ne s'occupait jamais du foyer lorsqu'il partait en déplacement. Ils ne se parlaient quasiment pas. C'est donc pour cela que Jane a été surprise, un soir de 2002, quand il l'a appelée depuis Salem, dans le Massachusetts. Il semblait excité, presque en plein pic d'adrénaline. « Jane, je devais t'appeler pour te parler d'un film que j'ai vu. » Elle, déjà confuse qu'il l'appelle, lui répondit simplement « Ah, d'accord. » Et lui continua. Ce film parlait d'un homme qui a suivi un culte satanique, il les a regardés faire un rituel de sacrifice humain, puis ils l'ont laissé sacrifier une femme. Il l'a noyée dans une rivière. C'était le film le plus fou que j'ai jamais vu. Jane ne comprenait pas. Pourquoi l'appeler pour lui parler d'un film? Elle a clos la conversation rapidement, mais cette histoire lui a laissé un sentiment étrange, une impression très mauvaise. Cet appel a marqué le début de notre cauchemar. Les choses ont commencé à devenir bizarres dans la maison. Ça a commencé avec le fils de Jane, appelons-le Kay. C'était un enfant particulier, sur le spectre, qui n'a pas parlé avant l'âge de 3 ou 4 ans. Il a commencé à tenir de longues conversations dans son propre langage avec les murs. Il riait, gazouillait, babillait pendant des heures. Au début, on trouvait ça mignon et on disait qu'il parlait avec ses anges. Mais avec le temps, cela a changé. Un jour, il jouait dans la salle de jeu du sous-sol, comme d'habitude. Jane et moi étions montés préparer des sandwichs. Tout à coup, nous avons entendu Kay hurler d'une manière terrifiante. Un cri qui vous fait courir sans réfléchir. Nous avons foncé à l'escalier et vu Kay remonter les marches en courant, le visage déformé par la peur. Et là, il a dit d'une voix claire, « Monstre ». C'était glaçant. C'était le mot le plus distinct qu'il ait jamais prononcé. À partir de ce jour, la salle de jeu du sous-sol n'a plus jamais été la même. Elle est devenue une pièce de terreur. Un phénomène étrange a commencé, des toiles d'araignées sont apparues. Un jour, en entrant dans la salle pour ranger un peu, nous avons découvert des toiles si épaisses qu'elles recouvraient totalement les coins des murs. Nous étions sidérés qu'elles soient apparues si vite et en si grande quantité. Nous avons aspiré et nettoyé. Une semaine plus tard, elles sont revenues. Nous avons nettoyé de nouveau. Encore une semaine, encore des toiles. Après la 3e fois où nous avons tout nettoyé, elles ne sont jamais revenues. Puis ce furent les canalisations d'eau. Un jour, une fuite a été découverte dans cette pièce. Des professionnels sont venus, ont démonté les murs, et ont trouvé les fuites uniquement dans les coins. Cela les a laissés perplexes. Ils ont réparé, replaqué et repeint. 3 mois plus tard, les fuites sont revenues, encore dans les coins. De nouveau réparées. 3 mois plus tard, cela a recommencé. Après la 3e fois, plus jamais. Une nuit, toute la famille dormait chez nous. Faute de place, j'ai dû m'installer dans la salle de jeu. Alors que j'essayais de dormir, une peur viscérale m'a envahi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'étais tétanisé, incapable de bouger. Finalement, je me suis forcé à déplacer ma jambe. Aussitôt, de lourds pas se sont mis à courir dans ma direction dans l'obscurité. Des pas assourdissants. Mon cœur s'est glacé. Quand ces pas sont arrivés jusqu'à moi, tout s'est arrêté. Le silence. La peur m'a presque étouffé. J'ai fini par hurler de toutes mes forces. Jane est accourue, allumant la lumière. Il n'y avait personne. Personne dans le sous-sol. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette pièce. Pendant des années, les phénomènes se sont multipliés. Souvent, à 3 heures du matin, si quelqu'un était éveillé, il entendait des hurlements de femmes, glaçants, résonnant dans toute la maison, semblant venir de toutes les directions. Une fois, nous avons entendu ce qui ressemblait au bruit d'une femme qui se noyait, suffoquant dans le sous-sol. Nous avons couru voir. Rien. Nous sommes remontés.
Le son est revenu, 2 fois. Chaque fois que nous descendions, le silence complet. C'était bien une femme qui se noyait. Et c'était terrifiant. Les années ont passé, et Jane et moi avons commencé à nous interroger. Pourquoi cette femme était-elle là? Pourquoi nous tourmentait-elle? Tout avait commencé après le voyage de Jason à Salem. Nous avons repensé à cet étrange coup de téléphone, à son film. Et une évidence nous est venue, ce n'était pas un film. C'était son histoire, qu'il avait maquillée ainsi pour pouvoir la raconter à quelqu'un. Nous avons fini par croire qu'il était cet homme qui avait noyé une femme dans une rivière. Tous les problèmes d'eau, toujours dans les coins, toujours par 3 fois. Tout semblait s'imbriquer. Comme si cette femme l'avait suivi et qu'elle hantait ensuite la maison. Peut-être que ce n'est pas ce qui s'est réellement passé, mais tout concordait. À 17 ans, je voulais comprendre davantage. Inspiré par des émissions paranormales, j'ai eu l'idée de poser un magnétophone. Jason étant reparti en voyage, le moment était parfait. Nous avons installé l'appareil dans la salle de jeu, à minuit, et l'avons laissé tourner toute la nuit. Le lendemain matin, à 7 heures, je suis allé le récupérer. Il était éteint, affichant « batterie faible ». Je me suis dit qu'il s'était éteint pendant la nuit. Mais il avait enregistré 3 heures. Nous avons écouté. Dès le début, on entendait de l'eau couler, comme si l'appareil avait été placé dans une salle de bain, alors qu'il n'y en avait pas dans le sous-sol. Des voix. Des jouets qui s'activaient seuls. Des pas. L'enregistrement était troublant. Après 1h30, j'ai décidé d'avancer à la fin, pour vérifier pourquoi ça s'était arrêté. Dans les 5 dernières minutes, on entend d'abord l'eau, puis des bruits de doigts frottant l'appareil. Ensuite, comme si quelqu'un le ramassait. Et soudain, un cri démoniaque a éclaté, si fort qu'il nous a transpercés. Je n'arrivais plus à respirer, sidéré. Le cri dura 30 secondes. Puis, de nouveau, les bruits de doigts. Et enfin, une voix de femme, nette, qui dit « Pourquoi ?» Puis on entend le bouton stop de l'appareil. J'ai malheureusement perdu ce magnétophone, et je regrette de ne pas l'avoir gardé précieusement. Nous avons fait venir des enquêteurs, mais ils n'ont rien trouvé et ont probablement pensé que nous étions folles. Jane a fini par quitter Jason. Et lui est aujourd'hui mourant. J'ai encore parfois des expériences étranges, Jane aussi. J'espère que quand il quittera ce monde, la femme noyée partira avec lui. En vieillissant, je comprends à quel point elle est une âme torturée. Qui qu'elle soit, j'espère qu'un jour, elle pourra être libérée. Je travaille pour une compagnie de service public dans le Massachusetts, ce qui m'amène assez souvent à entrer chez les gens. J'ai 22 ans et mon coéquipier sur le terrain, un autre homme, en a 23. Ce jour-là, nous avions une mission de coupure dans une maison pour cause de non-paiement. Comme la maison se trouvait dans une ville très riche, nous pensions qu'il s'agissait sûrement d'une erreur et avons décidé d'aller en discuter avec le propriétaire. Après environ 20 minutes de route, nous sommes arrivés devant la maison. Elle nous a semblé minuscule, de la taille d'un grand cabanon, et nous étions encore plus convaincus qu'il devait y avoir une erreur. La porte d'entrée était bloquée par un gros tas de branches provenant d'arbres morts sur la propriété. J'ai frappé et attendu près de 5 minutes. Alors que j'étais sur le point de partir, un homme âgé a fini par ouvrir. Nous lui avons expliqué la situation concernant le manque de paiement, et il nous a conduits jusqu'à la porte du sous-sol, disant que nous trouverions ce que nous cherchions là-bas. Je suis descendu pour effectuer la coupure, tandis que mon partenaire restait à l'étage dans ce qui faisait office de cuisine. En réalité, c'était une petite pièce avec un mini-frigo, un four grille-pain et un trou dans le plancher. Le sous-sol était minuscule et presque totalement plongé dans le noir. J'étais persuadé d'entendre des gens chuchoter autour de moi. J'ai braqué ma lampe torche partout, mais je n'ai rien vu. Après avoir entendu ces bruits, j'ai vite terminé mon travail et suis remonté. Mon partenaire était toujours dans la cuisine, et je lui ai demandé où était passé le vieil homme. Il m'a répondu qu'il était parti aux toilettes. Nous avons attendu environ 15 minutes dans la cuisine avant que je ne frappe à la porte de la salle de bain. Pas de réponse.
J'ai appelé en disant, « Monsieur, nous avons terminé ce que nous avions à faire et nous allons partir, pourriez-vous signer ce formulaire ?» Toujours pas de réponse. Nous avons attendu encore un moment, puis j'ai essayé la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai entrouverte et ai répété, « Désolé, je pensais que vous ne m'entendiez pas du couloir, nous avons terminé notre travail et il nous faut simplement votre signature avant de partir. » Rien. J'ai alors ouvert la porte et découvert une petite pièce avec un lavabo, des toilettes, une ampoule suspendue et aucune fenêtre. J'ai demandé à mon partenaire s'il était sûr de l'avoir vu entrer, et il m'a confirmé qu'il l'avait vu de ses yeux, fermé la porte derrière lui, et qu'il n'était pas ressorti. Évidemment, nous avons quitté immédiatement la maison et refermé la porte derrière nous. Je n'ai qu'une photo de l'extérieur du bâtiment, car j'ai pour habitude de laisser mon téléphone dans la boîte à gants de mon véhicule de service pendant mes tournées. Le Salem College fut fondé en 1772 comme école primaire pour filles par les colons moraves, qui croyaient en l'égalité d'éducation entre les femmes et les hommes. L'établissement commença à délivrer des diplômes universitaires en 1890 et devint finalement connu sous le nom de Salem Academy and College. Aujourd'hui, Salem College est une université de lettres et sciences humaines réservée aux femmes qui partagent toujours son campus avec la Salem Academy à Winston-Salem, en Caroline du Nord. C'est le plus ancien établissement éducatif féminin encore en activité en tant que collège pour femmes. Lors de la semaine d'intégration des nouvelles étudiantes, une soirée spéciale est organisée au Medel, l'amphithéâtre en plein air du campus, avec glace et histoire de fantômes. Les étudiantes plus âgées viennent raconter leurs propres expériences paranormales vécues sur place. La dame en blanc est l'esprit d'une femme vêtue d'une robe claire que l'on aperçoit parfois errer dans l'amphithéâtre avant de disparaître rapidement. Elle est considérée comme bienveillante, contrairement à l'esprit plus sinistre qui se manifeste sous la forme d'une sphère noire aperçue fréquemment sous le petit pont de pierre voisin. Le dortoir Clouel serait hanté par le fantôme d'une jeune fille morte après être tombée dans une ancienne cage d'ascenseur depuis longtemps murée. On dit qu'elle apparaît parfois la nuit dans les couloirs. Des peluches volées ont été retrouvées alignées le long de l'endroit où se trouvait l'ancien puits de l'ascenseur. Des objets sont mystérieusement renversés des bureaux ou déplacés dans les chambres des étudiantes. Une rumeur circule même selon laquelle il y aurait eu plusieurs morts dans cette cage d'ascenseur avant son abandon, mais cela n'a jamais été prouvé. Le bâtiment Gramley, qui abrite la bibliothèque de l'université, fut le théâtre d'un accident mortel peu après sa construction. 2 étudiantes y moururent électrocutées et leurs esprits apparaîtraient encore aujourd'hui, hurlant de douleur comme si leur supplice était éternel. Dans le Fine Arts Center, un pianiste fantôme se fait entendre en train de jouer du piano ou de l'orgue au beau milieu de la nuit, alors même que le bâtiment est fermé et vide. Le théâtre 2 serait lui aussi hanté par l'esprit d'un spectateur décédé sur place. Il se manifeste encore en jouant des tours aux étudiants et en provoquant des frayeurs. Le dortoir Gramley a également sa propre légende, une jeune fille ici serait pendue au dernier étage. Les étudiantes du 2e étage disent entendre la nuit des meubles qu'on déplace et des billes qui tombent du plafond au-dessus d'elle. Ces sons rappelleraient la commode qu'elle avait poussée et le bocal de billes renversé juste avant son suicide. D'autres étudiantes affirment avoir vu « l'homme en noir » dans le sous-sol du dortoir, le plus souvent dans la cuisine commune. Il apparaît parfois comme une silhouette entière, d'autres fois seulement sous forme de fumée noire menaçante. Le 28 novembre 1873, une pensionnaire de 16 ans, originaire d'Augusta en Géorgie, mourut brûlée vive dans la Single Sisters House. Elle pratiquait le piano lorsqu'une étincelle provenant d'un poêle enflamma sa robe. Elle courut à travers le bâtiment, ce qui attisa encore les flammes. On parvint à éteindre le feu mais elle succomba plus tard dans la journée. Depuis, des étudiantes disent voir une femme en robe d'époque apparaître à une fenêtre de la Single Sisters entre 2 et 3 heures du matin. Est-ce l'esprit de la jeune fille morte dans cet incendie ou celui d'un des nombreux malades décédés lorsque le bâtiment servait d'infirmerie? Enfin, le hall du dortoir Babcock possède un tableau représentant Mary Babcock, la fille du magnate du tabac R.J. Reynolds. On dit que les yeux du portrait suivent les étudiantes du regard lorsqu'elles passent devant. La légende veut qu'il ne faille jamais manquer de respect à ce tableau et qu'il faut saluer et dire au revoir en entrant et sortant du hall.
Celle qui néglige cette règle aurait subi de fâcheuses conséquences, allant de l'échec à un examen final à une exclusion, en passant par un simple réveil manqué le jour d'une épreuve. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.